Hey, salut Kiki, comment que ça va? À l'heure où je te parle, samedi matin à 8 h, nous sommes au Val d'Argent. On attend le coup d'envoi qui va être, je crois, vers 9 ou 10 heures. Donc là, les gens sont sûrement en train d'arriver, de préparer le matos. On se met sous les petites tonnelles qui vont bien. Le club a organisé de l'électricité, des tonnelles. J'espère que ceux qui sont venus ont amené des poids et des piquets en plus. Ça jamais un petit coup de vent. Tout est parti. Aujourd'hui, on va quand même faire une vidéo, puisque on va peut-être faire des lives sur le Val d'Argent, des petits shorts et des trucs, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils sortiront. Enfin, les lives, c'est tout de suite, mais là, sur 8 h du matin, il n'y a encore personne. Et il y a aussi ceux que ça n'intéresse pas et qui n'ont pas le temps. Et on a déjà fait sauter un samedi de cette playlist débutant RC. Donc, les vidéos débutant RC sont dans la playlist Le Coin du débutant. D'accord? Donc, pensez à aller voir cette liste. Il y a d'anciens tutos faits différemment. Là, on attaque une nouvelle série faite un peu autrement. Et nous sommes aujourd'hui normalement à l'épisode 12. Et dans cet épisode 12, nous allons causer suspension. La suspension, à quoi ça sert, comment que ça fonctionne. Et quand je dis suspension, je ne te dis pas amortisseur. L'amortisseur, on fera un épisode à part pour lui, d'accord? On va parler de la suspension globalement, puisqu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de systèmes de suspension. C'est vrai qu'on dit amortisseur, mais c'est un combiné ressort amortisseur. L'amortisseur n'est que la pièce qui amortit. On va en causer. Le ressort, il n'y a pas que lui, il y a d'autres possibilités. Et il y a aussi 2-3 systèmes de suspension différents. On a déjà parlé, donc, comme je te l'ai dit dans ces tutos débutants RC, il faut... Enfin, ça serait l'idéal que tu les regardes tous parce que dans chaque épisode, on aborde quelque chose, mais qui est en lien avec autre chose. Et au fur et à mesure qu'on avance, tu vas voir que tout se relie du début à la fin. Là, on a déjà causé bien sûr des roues, des porte-fusées, fusées, chapes, triangulation. Et maintenant, on parle suspension. Donc, l'un va avec l'autre qui va avec l'autre. Et à un moment aussi, on parlera encore de tous ces réglages de suspension, châssis, assiette, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Ok? Prends-toi le temps de bien tout suivre. Il y en a plein qui maîtrisent la situation. Comme toujours, ils sont bienvenus pour en rajouter des couches. Et je le répète, c'est un tuto pour débutants. Donc, on ne va pas pousser dans les termes techniques. On ne va pas pousser dans les explications techniques vraiment super méga poussées. Hein. Je te rappelle par exemple, le coin du débutant, on a déjà l'épisode sur les amortos. Et je t'invite aussi à aller voir, normalement je crois que je l'ai mis dans la playlist le coin du débutant. On a fait un tuto en 2 parties avec R. Cédric. Donc il y a une vidéo qui est sur ma chaîne, après tu as le lien pour aller sur la chaîne. Alors R. Cédric a arrêté sa chaîne parce qu'il a d'autres choses à faire. Il ne peut pas continuer, peut-être qu'à un moment il reprendra, on verra ça. Mais il a laissé les vidéos en ligne. Donc là, on a fait un tuto relativement complet sur l'amorto lui-même. Alors, cette suspension, elle sert à quoi? La suspension sert à encaisser ce qu'on appelle les mouvements de terrain. C'est-à-dire que tu as un trou, une bosse, et ta bagnole doit passer là proprement. La suspension sert globalement, la fonction primaire de la suspension est de garder une liaison au sol permanente des 4 roues. Parce que quand tu en as 4, si tu en as 6, si tu en as 6, si tu en as que 2, ça sera 2. D'accord? Donc de garder tes roues au sol pour avoir un maximum de motricité, puisque chaque fois que la roue décolle du sol, tu as une perte de motricité, donc une perte d'efficacité entre la puissance absorbée par l'ensemble de transmission, donc que ce soit moteur nitro, deux temps, électro, ce que tu veux, gasoil, turbine, etc., par rapport à ce qui va sortir et ce que tu vas propulser ton véhicule. Tu as les ressorts. Lame de suspension, barre de torsion. Attention au troisième. Alors, barre de torsion déjà en RC, il ne me semble pas que j'en ai vu. Et il ne faut surtout pas confondre. C'est une erreur courante, c'est pour ça qu'on la place là, même si elle n'est pas utilisée en RC. La barre de torsion et la barre stabilisatrice. Ce sont deux choses différentes. D'accord? Il y a encore aussi les barres pont-art pour les ponts. On en viendra rapidement dessus aussi. Le ressort.
lame de suspension, barre de torsion, sont ce qui permet de ramener le poids du véhicule à sa place. Sans ressort, il ne sera pas forcément tombé par terre, mais il ne va pas se passer grand-chose au niveau de cette réaction-là. D'accord? Le ressort encaisse la masse, il absorbe, mais il remonte d'autant qu'il absorbe. Il n'y a donc pas de frein à cette absorption. Ce qui fait que le véhicule, ici c'est un peu l'exemple parce qu'il est vide justement, là, donc normalement on a des ressorts qui sont faits pour avoir encore toute la masse à l'intérieur, regarde, ton véhicule est très réactif. Tout ce qui descend, il remonte. Ça suffit sur des véhicules qui n'ont pas besoin d'une grande vitesse de déplacement ou de grands travaux de suspension. C'est-à-dire les véhicules pistes. Donc le top du top du top, c'est bien sûr une dalle en béton ciré avec une moquette dessus ou un revêtement extrêmement accrocheur. Donc tu as une piste parfaitement lisse et dans ce genre de cas, bien sûr, tu n'as pas besoin en fait de suspension. Il y a des véhicules dédiés à ce genre de circuit qui n'ont donc pas de suspension et ils travaillent uniquement, puisqu'il y a quand même des forces en mouvement, en virage ou autre, avec la déformation du châssis, le flex. Donc dans ce cas-là, on ne parle pas vraiment de suspension. C'est juste le châssis qui se déforme aux bons endroits. Bien sûr, ça a été calculé. Ils ont mis moins d'épaisseur, moins de largeur à certains endroits pour que ça travaille de façon très calculée. Hein? Même s'il y a des bras de suspension, c'est pareil. Les bras de suspension eux-mêmes sont pas articulés. Ils sont flex, ceux qui vont faire le travail. Tu as ensuite sur ces mêmes véhicules pistes, donc là on parle vraiment des véhicules très poussés pistes, donc tout ce qui est pancar dans toutes les échelles, puisque enfin il n'y a pas de pancar en 1.8, en 1.5, mais en 1.12, bon peut-être même en dessous maintenant, si il y avait déjà X-Ray avec les 1.14, donc tu as du 1.4, du 1.12, du 1.14, du 1.12, du 1.10, du 1.8, avec des choses flexibles. Ensuite, tu as les véhicules qu'on va appeler rally game, ou piste 1/10, 1/8, qui utilisent des suspensions, mais avec des débattements très faibles et des suspensions bien sûr très raides. Pour monter ensuite en gamme jusqu'à des engins qui ont des débattements de suspension de maboule. Donc les suspensions les plus développées sont sur les gros monster trucks et quelque chose qui est arrivé un peu plus tard dans le temps, les short course et les desert buggy, parce que ce sont des engins qui vont très vite dans le tout-terrain. Et le but est donc que la caisse reste droite, que les roues bougent à gauche, à droite dans le terrain, en perdant un minimum le sol, la liaison au sol, justement pour ne pas perdre cette motricité. Chaque fois donc qu'une roue se lève sur un véhicule, que ce soit un 4.2, un 4.4, un 6.6, tu as par l'effet des différentiels une perte de motricité. Voilà, maintenant l'arrière est verrouillé, bouge pas, on va te le déverrouiller. Voilà. Donc tu es en train d'avancer, mais une roue se lève, et là, tu peux voir que la puissance peut foutre le camp sur celle-là. Toi aussi, tu es verrouillé devant? Bon. Non, devant, tu n'es pas verrouillé. On veut donc garder ça au sol. D'où l'intérêt des suspensions. On va aussi aborder les erreurs fréquentes. On va peut-être aborder ça tout de suite, parce que là, c'est important pour ça. Mais d'abord, on va parler justement des systèmes pour amortir. Donc, tu as ici un combiné amortisseur-ressort. L'amortisseur. Alors, il y a des véhicules qui n'ont rien, comme on vient d'en parler avant. Les véhicules méga super pistes, ok. En drift, par exemple, tu vois sur la gamme MST, ça c'est très développé, d'avoir uniquement des mini ressorts, pas d'amorto. C'est pareil, ils vont rester sur une surface slick. Ils ont mis des petits ressorts pour avoir quand même des mouvements de roue pour que ça reste réaliste. Il n'y a pas besoin d'amorto parce qu'il n'y a pas trop de mouvement de caisse et que les petits ressorts justement font un mouvement de caisse réaliste. Tu as des petits débattements qui font que c'est juste beau à regarder et c'est inutile de trimballer un amorto avec. En crawler, les engins qui ne vont pas très vite n'ont pas forcément besoin d'amortisseurs.
surtout quand tu fais un mouvement très à risque de la caisse. Chacun ses choix. Moi, je préfère avec l'huile. Il y en a beaucoup qui préfèrent sans, qui font du scal. Donc, globalement, les gens qui font plus du véhicule, puisqu'ici on parle d'engin à roues, tout ce qui est plus proche de la maquette, donc les drifters et les scaleux en crawler, n'ont pas forcément utilisé d'amorto. Ensuite, tu as bien sûr tous les engins de chantier, les camions, etc. C'est pareil, tu n'as pas forcément besoin. Après, quand ils poussent le réalisme, bien sûr, ces gens-là vont aller sur des trucs plus poussés, comme une suspension pilotée pneumatique ou un système avec différents servos qui vont te faire changer la hauteur de caisse et simuler la réaction de la suspension. Tout ce genre de choses, ça existe. Et oui, c'est aussi une suspension. L'amorto en lui-même peut être relié donc à un ressort, une lame, une barre de torsion. L'amorto peut ensuite, après cet étage avec rien dedans, typiquement par exemple Tamiya, ce que j'arrive pas à comprendre, tout le monde fait systématiquement des amortos hydrauliques sur les caisses sorties de la boîte maintenant, et Tamiya s'obstine sur certains modèles à faire leur satané truc où il n'y a plus d'amorto, toujours pas d'amorto. Tu peux avoir, pour amortir, de la graisse dans un amortisseur. Ça existe. Les amortos pas chers du tout, ils sont pas étanches, donc ils sont fourrés de gras épais, puisque le gras ne va pas couler de là. Et le but donc, de l'amortisseur, c'est de ralentir la réaction du ressort. Ça va ralentir sa compression et ça va ralentir la remontée. D'accord ? Tu as des amortos à friction. Ça aussi, c'est Tamiya qui a utilisé pendant longtemps. Je crois qu'ils en font toujours en gros. Tu as une simple vis, en fait, qui fait ta tige d'amorto. Tu as donc une tête de vis, et cette tête de vis circule dans une durite. Ils ont juste mis une durite à l'intérieur, donc tu as la tête qui serre dans le fourreau. Ah ouais, comme ça, tu as une bonne image, ça ralentit, d'accord ? Tu ne mets pas de fluide dedans, sinon ça ralentit plus trop, ça glisse. Il faut que ça aille dur, précisément, plus ou moins pour ralentir cette suspension. Alors ça pareil, ça va sur des véhicules pas très rapides, parce que bien sûr ce n'est pas constant dans le temps, tu as une dégradation, la durite va se bouffer tout simplement, parce que la tête de vis est beaucoup plus dure, et pareil, c'est pas fait pour faire des runs d'endurance, et des trucs rapides et des sauts et des trucs et des bidules. C'est un subterfuge à une suspension, hein. Pareil, ça, oui, ça pourrait être utile en crawler, pareil, pour faire une solution simple, sans huile, sans rien, sans machin, sans bidule. Après, à l'heure actuelle, genre, plutôt dans le temps, dans l'RC, c'était compréhensif parce que c'était des solutions pas chères, qui nécessitaient pas trop de technique, qu'on n'avait pas encore à l'époque, ou si on l'avait, c'était très cher. Maintenant, faire des amortos étanches, c'est quand même très généralisé, puisque tu as des marques vraiment pas chères qui te font déjà des amortos hydrauliques. Tu as des caisses chinoises à 50, 60, 70 balles qui ont déjà des amortisseurs hydrauliques dessus, avec des petits joints, c'est étanche et ça fonctionne. Et ça, dans des toutes petites tailles déjà, donc que certains constructeurs s'obstinent à ne pas en faire, c'est quand même plutôt étrange. À l'époque, on avait même une série de FG qui avait juste les ressorts. Après, ça reste de la piste, donc c'était gérable. Surtout que c'était pas des engins faits pour, même si c'était des pistards, c'était pas super violent, super rapide. C'est fait pour rouler sur un truc plat de chez plat. Donc la seule chose que ça devait compenser, c'était bien sûr les forces en virage et un petit peu l'acier du véhicule, accélération, freinage. Il est très important que ce soit ton ressort, ta lame ou ta barre de torsion, d'accord, qu'elle soit en conséquence du poids du véhicule. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans le cas donc d'un amortisseur, spécialement hydraulique, il y a aussi des trucs pneumatiques. Et comme dit, on fera un tuto séparé pour les amortos pour parler plus en détail de tous les systèmes d'amortos et les machins, double étage, tout ce truc-là, ok ? Pareil pour les ressorts, on va quand même rapidement venir dans ce tuto sur ces différents trucs. Tu as bien sûr le ressort standard, qui a les spires identiques d'en haut jusqu'en bas. Tu as le ressort progressif, qui a des spires différentes. L'écartement entre les spires varie d'en haut jusqu'en bas de l'amorto.
ce qui permet, comme son nom l'indique, d'avoir une réaction progressive. Donc tu as une réaction plus souple sur les petits débattements, et une fois que les spires très serrées se touchent, elles sont serrées, tu vas passer en compression sur les spires plus épaisses. Tu as la même chose en deux parties, c'est-à-dire que tu as deux ressorts, empilés l'un sur l'autre. Tu en as un qui est souple, et ce souple, à un moment, il va être comprimé, et après, il va travailler comme une bague de calage, et on va attaquer sur le gros. Alors, certains cas, c'est l'inverse, mais c'est plutôt rare, c'est-à-dire que tu as le grand ressort qui est souple et le petit qui est très dur, donc tu vas d'abord aller en compression sur le grand, d'accord, sur tout le débattement, et ensuite, une fois qu'il sera comprimé, tu vas être sur la partie très dure. Moi, j'aime bien cette histoire de ressort progressif. Il y a, bien sûr, toujours des parties, il y a ça que c'est un peu mieux, il y a ça que c'est un peu moins bien. Il y a des ressorts, ce qu'on appelle un tonneau, très utilisé en 1/5 par exemple. Donc là, c'est le ressort qui change de diamètre sur le milieu. Pareil, comme le diamètre est plus grand, ça va changer la réaction par rapport à là où le diamètre est plus petit. Ça travaille différemment, je dirais, des ressorts à spire progressive. Perso, j'en ai jamais utilisé, j'ai jamais conduit de véhicule avec des ressorts à tonneaux dessus, et en plus, il faudrait d'abord rouler avec les tonneaux, ensuite remettre des normaux, ensuite d'autres spires progressifs, pour pouvoir en parler. Ceux qui ont roulé avec ça, et qui ont vu la différence très claire entre un ressort standard ou un ressort progressif, des ressorts à 2 étages et les tonneaux, s'il vous plaît, dans les commentaires, donnez-nous ça, ou ceux qui savent, qui sont allés se renseigner, quelle est la différence entre un ressort en tonneau par rapport à un ressort standard. Si on s'approche justement du ressort progressif plusieurs étages, ou des deux ressorts, ou si c'est encore différent. Donc il faut que ta force qui retient la masse de ton véhicule et qui la ramène soit donc en corrélation avec ton poids. Barre de torsion, on va utiliser différentes, puisque là c'est pareil, hein, pour le ressort, il y a différents matériaux et différents diamètres de fil et différents écarts. Plus le fil est écarté, plus ça va être raide en réaction par rapport à un fil resserré. La barre de torsion est différents diamètres. Les lames de suspension, là, il y a plein de solutions. Tu peux avoir une seule lame, donc évidemment, tu vas mettre des lames plus dures ou plus épaisses, ou différents matériaux, enfin justement plus durs. Il y a l'empilement de lames de différentes longueurs, ce qui fait que tu arrives effectivement à reproduire une suspension progressive avec ça, puisque ta grande lame va être souple, et ensuite, une fois qu'elle va arriver sur le centre, tu as tes petites lames qui sont fixées dessus, qui vont aller renforcer la partie centrale, et donc tu seras plus raide, et tu peux avoir un empilement comme ça de 3-4 lames de différentes longueurs, de différentes épaisseurs, pour changer les choses. C'est un peu plus complexe, et je ne sais pas s'ils vont, si en RC, puisque comme je ne fais pas de scale, ils vont pousser vraiment le truc tellement loin que tu puisses avoir différents réglages à faire sur les engins qui ont des lames de suspension. Généralement, pour assouplir, ils en virent une ou deux, mais voilà. Donc là, pareil, j'attends les spécialistes du SCAL à lame de suspension, donc tous ceux qui font du camion, de l'engin de chantier, des 4x4 de franchissement avec des lames de suspension. Qu'est-ce que vous trifouillez sur vos lames? Quels sont les effets, s'il vous plaît? Ensuite, une fois que tu as ce qui correspond au poids de ton véhicule, au niveau du ressort, tu as les réglages dessus, de précontraintes. Tu peux avoir des petites bagues, tu peux avoir des clips. Dans le cas des lames, donc comme dit, tu peux, les petites pièces qui tiennent les lames ensemble, si plus ou moins tu les écartes, tu vas changer la réaction au niveau de l'empilement. Les barres de torsion, tu vas augmenter la torsion. Une barre de torsion, ça fonctionne comment? Elle est fixe quelque part, à un endroit, il faut qu'elle soit fixe au châssis, serrée. Donc ça peut être des cannelures, un carré, un sipon, n'importe quoi. Dans l'idéal, des cannelures, parce que tu vas avoir plus de possibilités de réglage. Et ensuite, ton bras de suspension, lui, il a aussi des cannelures et il est fixé sur ta barre. Donc si tu prends ta barre à poil, tu la mets dans le châssis, tu mets ton bras, ça va être souple jusqu'à un certain point, et après elle va se tordre, et cette torsion, elle va la ramener. C'est tout. Une barre de torsion, c'est juste un truc comme ça, mais ça remplace parfaitement un ressort. Alors la réaction sera bien sûr moins progressive que ce genre de choses. Et comme dit, en RC, je n'ai pas spécialement vu.
Ça serait plus, de toute façon, s'il devait faire ça, ça serait plus sur un véhicule, soit un Scale, parce qu'il y a des véhicules à échelle réelle qui ont justement des barres de torsion. Donc tu ferais ça sur un Scale ou sur un véhicule de piste, mais après, comme dit, sur un véhicule de piste, ils vont travailler uniquement avec le flex et la torsion du châssis. Hein. Et pour augmenter donc la précontrainte, tu vas forcer le triangle en le faisant, tu l'enclenches plus tôt et tu le mets en place. Du coup, tu as déjà une torsion dessus. Dans le cas de bras de suspension souple, donc c'est les bras eux-mêmes qui vont flexer. Donc ils ont évidemment une forme en conséquence, c'est-à-dire qu'ils peuvent flexer en hauteur, mais ils vont être évidemment en forme de triangle pour pas aller bouger de ce sens. Hein. Ça c'est clair, sinon il va y avoir un problème. Où tu as mis le bras du bas qui n'est pas flex du tout, qui est lui monté, on l'a dit dans l'épisode sur les bras de suspension, sur 3 ou 4 positions, et tu as uniquement le bras supérieur qui va être flex sur une partie pour partir dans le bon sens. Hein, lui aussi, s'il a 3 points d'ancrage derrière, c'est sûr que c'est pas là qu'il va trop flexer, évidemment. L'histoire des lames de suspension, utilisées sur les ponts. On en a parlé aussi dans d'autres vidéos. Est-ce que j'ai véhicule un pont? Oui, là, tu as véhicule un pont. Tu as donc des ponts et ta lame, elle va être reliée au châssis et à l'avant du châssis. Voilà, c'est délicat parce qu'il n'y a pas d'avant de châssis, mais ta lame, donc, elle passe comme ceci. Mais, dans le cas de ce que je t'ai dit des engins pistes, on va utiliser le flex du châssis et des bras de ce sens. Donc, c'est comme si la lame de suspension était montée comme ceci, d'une roue à l'autre et reliée au châssis au milieu. Zops. T'inquiète, on va arriver à cette histoire d'huile et d'amorti. Système de suspension. Les choses conventionnelles. Donc, un amorto qui relie le châssis tourelle au triangle de suspension. Ok. Les systèmes avec renvoi d'angle. Là, il y en a plein de différents. Donc, les systèmes de renvoi d'angle, ça s'appelle, généralement, le terme anglais, c'est un cantilever. C'est un levier de quantité. C'est l'abréviation, tout simplement. Donc, le renvoi d'angle qui peut coucher un amorto dans le véhicule, qui peut mettre les amortos, ça vous l'avez vu chez Thunder Tiger, par exemple, sur le MTA, les amortos ici, sur le Sen aussi, Genesis, Nemesis. Tamiya, sur plein de vieux véhicules, ils ont ça, hein. Ils ont sur le Frog, ils ont les amortos couchés derrière. Le Frog, c'était en 1975, 17 par là, je crois. Je n'ai pas regardé si ça existait déjà avant, évidemment. Hein. C'est des systèmes repris de l'automobile réelle. Tu peux avoir donc comme ci, comme ça, et tu peux avoir le mélange de deux choses. Justement, le Sen Nemesis qui avait 2 amortos par roue plus un amorto couché par roue. Délire total, 6 amortos par roue. Il y a des bizarreries comme ça aussi dans les commentaires. Hein. J'aimerais que vous me causiez des bizarreries que vous avez vues. Les amortos couchés sont utilisés donc en piste, en Formule 1. On a vu ça dans des 1/10 TT aussi déjà. Couchés à l'intérieur. Maintenant, tu vois, en 1/8 TT, il y avait déjà des véhicules, les amortos couchés. Maintenant, ils en ont refait un. Dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients qu'on va un petit peu survoler ici aussi. Amorto standard. Monté d'en haut jusqu'en bas de la roue. Principe très simple. Plus il est droit, là il faut suivre. Plus il va être souple au départ et durcir de plus en plus puisque tu comprimes ton ressort. Ok? Et si tu le couches, c'est-à-dire tu mets plus près de la roue et plus bas sur la tourelle, il va rester souple d'en haut jusqu'en bas. Tu vois ici K sur cette Mugen MGT7 dont on a trafiqué un peu les suspensions. Regarde, pour les coucher au taquet. Qu'est-ce qui se passe avec ces suspettes-là? Eh bien, cette suspension, je vais te prendre une suspension standard pour te montrer la différence. Parce que sur le cantilever, tu ne vas pas bien le voir.
Ok. Ici, nous avons des suspensions qui sont montées relativement droites. Donc là, c'est souple. Et après, tu comprimes ton ressort. Il y a un gros mouvement, comme tu peux le constater, sur la compression. D'accord? Ici, regarde ton amorto. Tu le vois bien là. Il bouge quasiment pas. D'accord? Déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de débattement. Mais comme il est couché en plus. Ici, même si ces ressorts sont extrêmement durs, comme tu peux le voir en compression de ce sens, regarde. J'ai un peu de mouvement ici, qui va compenser donc accélération, freinage. Et ça continue. Donc cet engin-là, il atterrit propre. Celui-là, pas du tout. Parce qu'il n'est pas prévu du tout pour ça. Et c'est pour ça que c'est cool que j'ai ici vraiment les deux extrêmes. Ce qui va se passer avec des suspensions montées très droites, c'est que donc tu as un très beau travail de ce sens et un grand débattement, d'accord, et du gros croisement de pont. Mais quand tu vas prendre un virage, le véhicule, regarde, il tangue à fond dans ses suspects. Ok? Il se balade vraiment, il tourne. Et quand tu vas arriver à un certain point, puisque bien sûr le ressort ici déleste de la masse, ici il est comprimé, donc ce ressort, une fois que le poids est basculé, va relâcher sa pression puisqu'il n'aura plus beaucoup de poids sur ses roues et ton véhicule va se renverser plus facilement. Alors que les amortos couchés au max comme ça, eux, c'est l'inverse. Ils amortissent pas grand-chose de ce sens, d'accord? Mais ils luttent à mort contre le roulis. Cette suspension, tu vois, est pas dure du tout. Hein. Regarde ça. Elle est vraiment pas dure. Je suis au taquet vite fait. Ici, je dois appuyer beaucoup plus fort pour descendre. Alors que en roulis, regarde, j'arrive pas à aller pousser facilement le véhicule de droite à gauche. Donc plus tu couches, plus tu luttes contre le roulis, et plus ta suspension va rester souple, globalement. D'en haut jusqu'en bas en compression, elle va rester souple, ce qui fait que ton châssis, il traverse. Si tu fais ça sur un tout-terrain, tu te retrouves avec une suspension extrêmement souple, comme je vous l'ai montré sur le Traxxas Summit qui est là-bas, avec les cantilevers. Donc les avantages et les inconvénients. Les avantages ici, donc gros travail dans le terrain, tu as la capacité d'encaisser le poids du véhicule sur les sauts. Et quand c'est complètement couché, dans le tout-terrain, tu vas avoir un véhicule avec des gros débattements, puisque ici tu vas arriver à un moment en butée, alors que là, tu vois, même si c'est une pistarde qui a des amortos très courts et des machins, j'utilise quasiment rien du débattement pour faire ce petit centimètre de garde-sol, tu vois. Et je peux aller beaucoup plus loin. Ici, tu vas arriver en compression max, et ensuite tu es coincé. Ce sont des choses à prendre en compte. Au niveau aussi de la transmission. Souvenez-vous, on a parlé des cardans, des axes, des noix, de ce qui peut se passer ici. Je te l'ai dit, les tutos vont s'imbriquer les uns dans les autres pour que tu comprennes les effets de ce qui se passe partout. Hein. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi sur n'importe quel véhicule à ce sujet-là, parce que comme tu peux le voir, ici on a un débattement de ma boule. Donc si tu fais ça sur un véhicule où le cardan est déjà au bout, tu vas aller trop loin, tu vas défoncer ta noix, ton cardan, ou détruire le diff à l'intérieur. Il y a des constructeurs qui ne maîtrisent pas ça et qui ont des problèmes avec ça. L'Audi sur le 3XL, c'était un monster truck qu'ils ont arrêté. Ils ont fait l'erreur sur le 1, le 2, le 3. Ils n'ont jamais arrêté. Du coup, maintenant, ils ont arrêté le véhicule. Arma, qui aime bien décrocher ses cardans. Obao aussi a eu le souci sur le MTX. Hein, on va pas dire le contraire. HPI sur le Savage, parfaite maîtrise depuis le début jusqu'à la fin. On a un monster truck qui a des amortos couchés, qui a un débattement de ma boule, que ces triangles sont pas très longs. Pourtant, les cardans restent bien là où ils sont et ils vont pas tarder de te défoncer le diff, sauf accident. Ok? Si tu mets tes amortos complètement droits ici sur une pistarde, tu vas te retrouver donc avec ce problème d'avoir facilement du roulis. Et à un moment donné, puisque les ressorts sont durs, au mieux, quand tu es en virage, quand tu vas prendre le vibreur ici, que ton véhicule puisse encore, je te le mets en roulis, regarde, encaisser le vibreur. T'as vu le truc? On est complètement couché, châssis touche par terre. Ma suspension travaille toujours. D'accord? Donc si tu te mets complètement raide,
et ben ton véhicule à ce moment-là, quand tu vas taper, va partir sur deux roues et se renverser. Je vous ai fait la démonstration avec la MCD, on avait mis les suspensions complètement raides. Je prends un virage, je prends juste la petite plaque d'égout, qui est pour lui, pour cet engin-là, vu sa taille, pas un gros trou. Ça m'a levé la caisse, elle est partie sur deux roues. Mais quand je dis sur deux roues, bien méchamment comme ça. Ok. Donc, plus stable en virage, t'encaisses moins de travail de caisse quand c'est couché. Plus c'est debout, plus tu travailles, tu encaisses de mouvements de caisse, mais plus tu as les chances d'aller te baigner dans les virages. Il y a bien sûr plein d'autres choses qui rentrent en compte. Ça sera encore dans le tuto sur les réglages de hauteur de caisse, de garde au sol maxi, mini. On va quand même vite en parler ici parce que c'est vraiment des erreurs courantes qu'il faut vous habituer à ces termes pour bien faire la différence. Aussi les gens qui expliquent qu'ils sont butés parce qu'ils refusent de voir la différence ou parce qu'on leur a appris comme ça et puis ils sont sûrs que c'est la seule et unique vérité. Et tu vois bien que comme toujours, il y a plein de vérités puisque nous avons plein de systèmes de suspension. J'ai ici 3 véhicules avec 3 suspensions réglées complètement différemment. Elles fonctionnent toutes pour ce qu'elles sont censées faire. Ok. Ça, tu pourrais bien sûr aussi le faire avec des suspensions couchées avec des cantilevers qui ont encore un petit avantage par rapport à ce système de suspension basique. D'accord. Donc ici, comme dit, tu as différents réglages debout couché. Sur les suspensions à renvoi d'angle, tu as un avantage de plus. Et cet avantage de plus, c'est ce renvoi d'angle, puisque tu peux changer la progressivité de la suspension grâce à ce renvoi d'angle. Tu as toujours l'effet de coucher l'amorto, plus ou moins debout. Plus la liaison ici, la barre de liaison de renvoi va être proche de la base du triangle, plus tu vas être comme si ta suspension là-bas est debout, plus tu vas le rapprocher de la roue, plus tu vas être comme la suspension là-bas qui est couchée. Ok. Donc en gros, l'avantage du système de renvoi d'angle, c'est de pouvoir simuler un amorto couché. D'accord. Tu vois bien que la tige elle va vachement loin, donc on est très proche de la roue. Donc on a du gros travail de suspension. Et on utilise ensuite le renvoi comme démultiplication. Si ici tu as 1 cm et ici 3, ça veut dire que 3 mm ici ne font bouger que l'amorto d'1 mm. D'accord. Donc tu peux jouer différemment sur la compression du ressort, sur la dureté. Cet amorto, si tu le démontes, il est béton. D'accord. Il est aussi dur que l'amorto de la Mugen que je viens de te montrer. Alors que tu vois bien que cet engin-là est vide et pourtant on est super mou. Moins de mouvement de la tige dans l'huile te permet aussi de travailler différemment sur l'huile. Et en changeant le renvoi d'angle, tu peux changer la progressivité. Tu peux faire ceci, regarde bien. Ah, c'est du délire. Tu vois. Travailler en négatif. Tu as vu sur la Mugen que c'est possible aussi. D'accord. Parce que l'amorto est couché. C'est des choses que tu as besoin d'un gros tout-terrain. Et maintenant, on va revenir aux erreurs les plus courantes. Avant d'attaquer sur l'huile, l'amortisseur, les effets de l'amortisseur, que ce soit de l'huile, du pneumatique, de ce que tu veux. Hein. Donc un amortisseur avec de l'huile, on appelle ça un amortisseur hydraulique. Avec de l'air, c'est un pneumatique. Quand il y a compression d'air, attention. Hein. S'il n'y a que le ressort et tu n'as rien, c'est pas un pneumatique. Et donc, je te rappelle, les amortos à friction, qui étaient très répandus, qui disparaissent de plus en plus. Certains d'entre vous, si vous avez en tête des modèles qui sont encore livrés aujourd'hui avec ce genre de choses, oui, je voulais plus le voir. Souvenez-vous, on a monté un crawler, la super méga dinette de chez Killer Bodies, m'a saoulé cette bécane. C'est un abonné qui l'a pris, Fabien, normalement, et j'espère qu'à un moment ou un autre, on le verra en vidéo à la lutte. Donc lui, il a des amortos aussi à friction. Ils ont mis juste une tige, un fourreau, et ils utilisent de la graisse épaisse de diff pour simuler un amorto. Ils auraient pu faire mieux, franchement. Bref, les erreurs courantes,
il y en a deux grosses erreurs. On va dire 3, avec ce qu'on a déjà abordé là, avec les angles de suspension, cardan, tout ça. L'erreur numéro 1, c'est un tarage de suspension inadapté. Dans beaucoup de notices, on te dit, si tu augmentes le tarage, tu changes la hauteur de caisse. Donc pour les gens, quand tu changes le tarage, la pression sur le ressort, tu changes la garde au sol. Dans l'esprit commun, donc, je desserre mon tarage, je me retrouve avec un réglage piste. Mon véhicule est bas, sauf que ton véhicule est bas et mou. Donc ça ne va pas aller du tout. Ok ? Et ceux qui vont faire du gros tout-terrain vont monter le tarage pour monter la garde au sol. J'ai une grosse garde au sol, je franchis beaucoup. Sauf que ta suspension va être pas plus dure, puisqu'à aucun moment elle n'est plus dure que ce que le ressort est. Là aussi, on a vraiment le détail dans le tuto Amorto, mais on va en recauser là. Donc, tu n'es jamais plus dur que ce que le ressort est à la base prévu. Tu peux pas. Ce que tu fais quand tu augmentes le tarage, c'est que tu diminues sa progressivité. S'il fait 5 kg sur 5 cm, on va dire qu'il lui faut, tu vois, le premier centimètre, c'est 1 kg de travail, 2, 3, 4, bloqué. Mais il y a des ressorts qui vont travailler 5 kg sur 5 cm, mais le ressort fait 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, tu arrives à 5 kg, et là, 5 kg 20 grammes, 5 kg 50 grammes, il ne fait plus que s'effondrer, et ton véhicule, il traverse comme s'il n'était pas là. Très bel exemple, on voit beaucoup de gens avec des X-Max et des XRT tarage à fond sur des pump tracks, et le véhicule, à chaque saut, le moindre petit saut, il fait ça parce qu'il est déjà au tarage max. Donc, il ne va pas bouger, il va être très raide en réaction jusqu'au moment où tu dépasses la masse du véhicule en choc, et là, boum, il traverse. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il traverse et il remonte aussi vite qu'il est descendu. Parce que tu as monté ton tarage au taquet sans changer ce qui freine le ressort pour l'empêcher de descendre trop vite et de remonter trop vite, l'huile dans la suspension, la pression de l'air si c'est de l'hydraulique, etc. Donc ça, c'est une erreur fatale, puisque quand ton véhicule aussi a un tarage max, il se tient en haut à sa garde au sol maxi. C'est le gros problème de traduction de la RC en français. On en a déjà parlé avec les porte-fusées et les fusées. En France, une fusée, c'est dans tous les autres pays le porte-fusée. Et la fusée en France devient la noix côté roue, ce qui n'existe dans aucun autre pays. C'est pas pour ça qu'ils ont tous raison, ça peut être nous qu'on a raison, ils ont tous tort. Simple traduction, erreur de compréhension, c'est pas grave, il faut juste le remettre en place, que tout le monde s'y retrouve. Donc si tu dis à quelqu'un, il me faut une fusée, et il te file la pièce qui tient la fusée, tu dis, je voulais l'autre. D'ailleurs, tu te diras, ah, tu veux la noix? Tu dis juste oui. Et tu peux vite lui expliquer le truc de la traduction, et comme ça, lui, pour le prochain client qui vient, il saura de quoi tu causes. Partagez. Donc, ça, c'est une erreur primaire, parce que ce qu'on te raconte dans la notice, c'est que tu changes ta garde au sol statique. Puisque, en anglais, c'est bien écrit ride height. Ride, c'est... Eh ouais, c'est la hauteur en mouvement. Tu changes la hauteur en mouvement. Attention, la hauteur en mouvement, c'est pas la hauteur maxi de ton châssis. D'accord? La garde au sol dynamique, c'est quand tu roules, elle est forcément variable. D'accord? Pourquoi on t'en parle alors si elle est variable? Parce qu'il y a une garde au sol dynamique maxi avant ou arrière, puisque tu peux régler ton véhicule bloqué comme ça. On t'expliquera pourquoi tout à l'heure. Rapidement, on fera le tuto en cours dans les trucs d'assiette et machin et de réglage. Tu peux l'avoir comme ça. Et tu as la garde au sol, ce qu'on appelle statique. Tu poses ton véhicule, tu comprimes les suspensions, tu le relâches. Là, selon le poids du véhicule, le choix des ressorts et le choix de ce qui freine ton ressort, la dureté de l'huile, les trous dans les pistons, la pression pneumatique, etc. Ton véhicule va remonter à un certain taux et il va s'arrêter là. Mais tout ceci n'a rien à voir avec ta garde au sol max. La garde au sol max, c'est tu tires sur ton véhicule et au moment où les roues décollent du sol, ça c'est ta garde au sol max, ça c'est ta garde au sol statique, ok?
Donc tu presses, tu relâches, et tu as la garde-sol dynamique. Donc dans ce cas, là, bien sûr, évidemment, la garde-sol dynamique, on est maxi en haut, maxi en bas, tout ce que tu veux. Hein, puisque comme je l'ai dit, on a déjà du négatif. Tu peux donc buter ta suspension mini en mettant un caoutchouc sur la tige d'amorto entre ta coupelle et l'embase de l'amorto. Donc la suspension va descendre et elle va buter. Ah, c'est terrible. Il y en a du matos qui traîne là-dedans. Donc, dans ce cas-là, ici, nous avons une cale en TPU d'1 centimètre sur ma tige d'amorto. Et je vais arriver à ma garde-sol mini, qui est un tout petit peu avant le sol. Le reste, c'est les pneumatiques qui vont faire. Ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas forcément taper par terre. Moi, je l'ai fait dans un seul but, c'est que la tige d'amorto est un peu trop longue et que ça va tapouiller en haut. Ça, c'est une erreur des constructeurs dans beaucoup de cas. L'Osi, super Rockray, super Bajaret. Les autres, je ne peux pas les voir parce qu'ils me saoulent en ce moment, l'Osi. Mais donc, on a les tiges d'amorto trop longues, elles vont taper la membrane en haut. On va voir le tuto sur les amortos pour savoir ce que c'est la membrane. S'il n'y a pas de membrane, ça peut taper le capuchon d'amorto carrément. Enfin, ça fait des efforts internes énormes et il y a destruction. C'est pas bien, c'est caca. D'accord. Les amortos Bitec, là, les options alu, c'était pareil. Je ne sais pas s'ils ont modifié maintenant. Ça sort de la même usine, ne cherche pas. Et donc ça, c'est une erreur de conception. Donc tu peux régler ceci pour différentes raisons, comme je viens de te le dire. Tu te souviens que je t'ai parlé dans l'épisode des cardans pour les angles, je t'en ai reparlé avant, quand tu es couché machin trop loin, c'est pareil. Donc tu peux buter la suspension en mini pour éviter que ton cardan sorte en haut. Chez Arma, Talion, Moyave à l'arrière, ce genre de choses, tu es obligé d'y passer pour pas paumer tes cardans sans arrêt ou qu'ils se déboîtent. Tu peux régler la garde-sol maxi de plein de façons. La garde-sol mini aussi. Donc ça, c'est la solution la plus simple. Il existe des véhicules qui ont des vis de pré-contrainte des triangles supérieurs. C'est-à-dire que je vais mettre une vis qui va empêcher mon triangle de monter et je vais donc bloquer ma garde-sol max. FG en ça, sur les pistardes, sur les TT aussi d'ailleurs. On aimerait en voir plus. Honnêtement, des vis de butée de triangle inférieur et supérieur, ça devrait être courant sur tous les véhicules. Là maintenant, c'est des cas extrêmes, si c'est des monster trucks, là on a un débattement au taquet, il n'y en a pas de limitation. Il y a une limitation mécanique avec les angles. L'épisode sur les triangles de suspension, retourne-y. Mais c'est tout. Mais c'est pas réglable. Moi je trouve que c'est sympa pour plein de raisons. Mais ça, comme dit, on viendra dans le tuto sur les assiettes, les machins, les réglages et tout, la chassimétrie. La max, tu peux la brider de la même façon en mettant cette cale à l'intérieur entre le piston et l'embase de l'amorto. Souvenez-vous, on avait fait ça sur un X-Max pour aller sur le circuit pour rigoler. Donc tu vas brider, la tige ne peut pas monter, tu vas brider. Quand tu as des vis de butée de suspension, c'est pareil. Le fait de brider la suspension va empêcher ton châssis d'aller à sa garde au sol maxi. Donc les compétiteurs disent que c'est pas vrai, la vis de butée de suspension ne sert pas à régler la garde au sol. Si, elle règle la garde au sol maximum. Maximum. Par effet secondaire, évidemment. Puisque dans l'idéal, il faudrait mettre un amortisseur plus court. D'accord? Il faut surtout, quand tu fais ça, que tu aies, et c'est le cas de la piste ici, accroche-toi, c'est maintenant que ça devient rock'n'roll, des ressorts plus courts que les amortos. Nous, on aime bien avoir des ressorts bien longs qui font tout l'amorto pour profiter de toute la progressivité et avoir un max de possibilités de réglage, de pré-contrainte, parce qu'on veut du gros débattement sur nos tout-terrains. En piste, les ressorts sont beaucoup plus courts, ce qui te permet de descendre le véhicule grâce aux vis de butée de suspension, tête de nœud, et donc de desserrer. Regarde, ici le tarage, tu as l'impression qu'il est au max. Pourtant, si je desserre un tout petit peu, le ressort il se balade. Parce que je peux redescendre ma caisse presque par terre et ramener mon ressort à la bonne place pour qu'il ne soit pas en pré-contrainte. Parce que quand tu as un ressort long et que tu brides ton débattement max,
tu vas automatiquement, par effet secondaire, t'arrêtes ta suspension autrement. Donc ton véhicule que tu descends devient plus raide en réaction. Pas plus dur, plus raide en réaction. Il va lui manquer les 1 ou 2 kg de travail tranquille au début. Il va passer tout de suite à 3, 4, 5 kg. Ok? Donc là, donc en fait, il y a 4 erreurs constantes. Il y a les ressorts complètement tarés qui font que la réaction du ressort est pourrie. Il y a ne pas confondre justement selon les véhicules avec la longueur du ressort, ce que tu peux faire, n'est-ce pas? Et la grosse erreur donc de compréhension entre garde-sol maxi, dynamique et statique. Statique, sur nos engins, nous, on n'en parle pas. Les compétiteurs vont en parler parce que tu as une assiette plongeante ou une assiette montante, ça change les réactions du véhicule, mais ça, on fera à part. Ce genre de tuto aussi, j'insiste là-dessus, est sur la chaîne RSRC, Renault Savoia RC. D'accord? Passez voir, il a fait des tutos très très complets sur la chassimétrie, les réglages. Au niveau professionnel, mais en t'expliquant ça de façon super cool. Parce que c'est un mec normal, qui se prend pas, comme certains, pour le summum du summum. D'accord? Ok. Je t'ai parlé des différentes façons de buter dedans-dehors, des vis de précontrainte. Et donc, je reviens dessus. Et pour ça, on va descendre la MCD. La seule et unique réelle façon, sans le moindre effet secondaire pour la suspension, de changer une hauteur de caisse, les trois d'un coup, d'accord, c'est de changer la hauteur de fixation de la suspension. Ici, tu peux voir sur la tourelle avant, tu as 3 trous en hauteur. Tu peux retrouver la même chose sur les triangles. C'est quelque chose qui disparaît et ça me manque. Moi, j'aime ça, voir des véhicules qui ont, sur le triangle de suspension, franchement, 6 points d'ancrage, 2 lignes en hauteur et 3 en largeur, et qui ont 9, comme c'est ici, sur la tourelle. Donc pour changer les angles et les hauteurs. En déplaçant donc là, le point d'ancrage de mon amorto, ici, instantanément, je peux remonter mon véhicule de 5 mm ou 1 cm. Hein, puisqu'il y a un trou tous les 5 mm. Donc j'ai 5 mm de plus ou 1 cm de plus, sans changer les réactions de ma suspension, que ce soit en compression, en amorti, en angle de travail. Ça va changer ma hauteur de caisse dynamique immédiatement, qui va prendre 5 mm, 1 cm. Ça va monter ma hauteur de caisse maxi instantanément, si bien sûr tu penses à desserrer tes vis de butée, parce que sinon elles vont laisser les triangles coincés en bas. Et bien sûr, ça va changer aussi la statique si tu as des réglages justement en plongée ou en machin ou bidule. Et bon, tous les réglages vont venir avec. Tu vas instantanément monter et descendre la caisse. Tous les autres réglages utilisent en fait des effets secondaires de chaque réglage pour arriver à la même chose. Comme je l'ai dit, tu changes la préconstrainte, tu vas avoir un effet secondaire. Tu vas changer ta hauteur de caisse, mais avec un effet secondaire. Si tu as un ressort long. Si tu as un ressort court, tu peux tricher parce que tu vas bloquer ta suspension pour pas qu'elle remonte. Okay, et tu vas décaler ton tarage pour récupérer ton travail de suspension normal. Donc tu es obligé de faire 2 réglages. Pareil, si tu vas aller buter la suspension dans l'amorto, maintenant je te parle de la hauteur, entre donc le piston et le corps d'amorto, ton amorto va être plus court. Donc si tu as un ressort long, il va être comprimé. Donc tu as un effet secondaire. Si tu as un ressort court,
Là aussi, comme ici, tu peux tricher, desserrer et hop. Si tu as des butées supérieures, tu peux régler tes butées supérieures ou comme dit, avec le petit truc encore. Donc, il y a un moyen de changer la hauteur de caisse, c'est de déplacer le point d'ancrage de l'amorto. Tout le reste va changer tous les autres réglages et il faudra intervenir sur les autres réglages pour rattraper la différence. Surtout si tu n'as pas un ressort court et un amorto qui est prévu pour que tu puisses jouer avec directement sans aller le bouger de là. Tu as un ressort long, tu vas, comme dit, tu vas augmenter ton tarage, donc tu peux pas virer le tarage parce que tu es au maxi et tu vas coucher plus pour récupérer un peu de souplesse. Si tu couches plus, tu vas changer ta réaction de roulis et patati et patalou. D'accord? Pensez-y. Donc soyez juste clair quand vous discutez avec les gens de ce sujet-là. Parce que quand tu vas dire à certains, ouais, pour descendre la caisse, je serre mes vis de butée. Ah non, c'est pas vrai, ça sert pas à ça. Ça sert pas à ça, mais c'est un effet secondaire de la vis. C'est con, hein. Si ton triangle ne descend pas plus loin, ta caisse ne peut pas monter, tu as donc bien bridé la garde au sol de ton véhicule. La garde au sol maxi. Cette histoire de garde au sol est simple aussi, c'est que la plupart des véhicules ne roulent pas à leur garde au sol max pour les raisons que je t'ai données tout à l'heure. Si tu es à ton max, en virage, tu vas te casser la gueule. C'est pour ça qu'on règle une garde au sol statique. Ton véhicule est posé dans ses suspensions, ce qui fait qu'en virage, il peut compenser, tranquille, sans que ça lui lève les pattes. Et il peut aussi, dans le cas des tout-terrains surtout, en piste, bien sûr, tu vas avoir des réglages différents. Hein. Tu ne vas pas avoir une grosse différence entre la garde au sol max et la dynamique. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ils vont dire ouais, moi je mets un quart, je mets un tiers, etc., etc., etc. Et plus tu as un véhicule qui va rouler dans le gros tout-terrain, et vous inquiétez pas, après on va encore attaquer les ponts. Les véhicules à pont. Et quand tu vas rouler dans le gros tout-terrain, tu vas utiliser un véhicule. Et comme dit, ça, c'est une des erreurs courantes de se dire je vais le monter au max pour franchir mieux. Quand tu montes au max pour franchir mieux, souviens-toi de ce que je t'ai parlé tout à l'heure, de je me renverse. Et bien, tu vas avoir la même chose quand tu vas monter ou descendre. Ta suspension étant déjà au max, quand tu vas commencer à prendre ta pente, ton véhicule est très loin du sol, les masses vont être très vite au-dessus d'un angle acceptable pour le véhicule et il va se casser la gueule. Alors que si tu vires ton tarage de suspension et que ton véhicule se promène par terre, il va se casser moins vite la gueule. Et là, tu vas devoir aussi brider, par exemple, ta suspension avant en débattement max, parce que dans ta pente, comme tu accélères, tu comprimes, et être devant, il n'y aura pas de poids. Donc tes ressorts vont pousser ton avant. Tu vas te casser moins la gueule parce que tu peux traîner plus loin au sol que quand tu es ici, où il va décoller tout de suite, d'accord? Mais tu vas arriver au même moment, et c'est là l'intérêt justement sur certains véhicules. Si tu fais que des montées, généralement tu brides tes suspensions avant. Je l'avais montré sur le Kyosho Fox, on avait fait une suspension avant qui avait juste à peine 1 cm de débattement. Ça montait beaucoup mieux que quand tu avais le plein débattement, parce que ton nez va rester plus près de la pente, le poids du véhicule va le retenir devant, et derrière, lui, il peut bien squatter, ta suspension est bien souple. Donc tu vas régler ton véhicule moite-moite sur un engin comme ça, tout simplement. Il y en a qui n'aiment pas, parce que quand tu accélères, tu te retrouves comme ça. Quand tu freines, tu te retrouves comme ça. Mais l'efficacité est redoutable. Je vous l'ai montré avec le Sledge, le Kagama, etc., etc. Donc les suspensions à régler niveau conduite sportive, champ, prairie, saut. Dans le tout-terrain, ça sautille un peu, alors que quand tu relâches tout et que tes roues puissent bosser, tu vois très bien aussi sur le Traxxas REVO 2 qui a ce même système de suspension, que le véhicule dans le tout-terrain, il garde son assiette et ses roues elles se baladent dans tous les sens. Ça l'empêche pas de franchir, puisque dès qu'il y a un obstacle qui va arriver, ta roue va lever, ta suspension va se comprimer, ton châssis, lui, il monte. De plus, même si l'obstacle touche, il va se retrouver, une fois touché, à sa garde au sol max. Et c'est là tout l'intérêt de la liaison au sol. C'est pour ça que j'ai pris le Summit pour vous le montrer, parce qu'il a vraiment un débattement de débile. D'accord? Tu vois, pour perdre une liaison au sol avec le Summit, il faut quand même un paquet de distance. Ton véhicule étant comme ça, même s'il y a une ornière, un trou, la roue, elle va aller chercher le sol.
Le ressort va pousser la roue vers le sol, elle va descendre dans l'ornière et tu vas garder un max de motricité dans toutes les situations. Bien évidemment, il y a des limites à une suspension souple comme ça. La suspension souple comme ça, sa limite va être les sauts. À un moment, tu vas t'écraser lâchement. Et c'est là qu'est tout le truc, surtout en tout terrain bien sûr. Il y en a qui ne veulent absolument pas toucher. Donc ils vont travailler sur leur tarage, la dureté des ressorts, augmenter l'effet de l'amortisseur pour taper moins, mais ils vont perdre en stabilité dans le tout-terrain, parce que si tu prends par exemple une GT et que tu vas dans le tout-terrain, même si tu la montes, c'est pas parce qu'elle est basse, c'est sa suspension très raide qui va faire que elle va perdre rapidement la liaison au sol, parce que la moindre pression sur une roue va lever toute la caisse, tu vas mouliner dans le vide, tu vas plus avancer. Donc le résumé de la suspension, encore une fois, est de permettre une liaison au sol permanente et maximum sur chaque roue. Cherche pas plus loin. Elle m'a perdu, ça y est. Elle va un peu mieux d'ailleurs, merci les gars. Et maintenant, nous allons parler de cet amorti. Donc que ce soit de la graisse, la friction avec une durite plus dure ou n'importe quoi. Tout ce que tu fais avec l'amortisseur pour freiner le ressort sur une suspension classique va freiner la descente, puisque tu as le ressort qui tient le poids de ton véhicule, et si tu n'as rien dans ton amorto, la tige elle se balade librement. Si tu mets de l'huile plus dure, de la graisse plus dure, une durite plus dure, une tête de vis plus grande, n'importe quoi pour augmenter la pression, tu as du pneumatique, tu augmentes ta pression pneumatique, tu vas empêcher la tige d'amorto, elle va ralentir l'entrée, donc ça va automatiquement durcir ta suspension. J'ai bien dit suspension, pas un ressort. Ça va durcir la réaction de ta suspension. Elle va, au lieu d'aller facile comme ça, elle va freiner plus. Et tu vas freiner la sortie. Et là, c'est chacun sa merde. Parce que tu peux avoir un ressort souple avec de l'huile souple. Tu peux avoir un ressort souple avec de l'huile dure. Donc là, tu vas avoir un autre problème. C'est que tu vas, sur les chocs, enfoncer le véhicule. Mais ensuite, si l'huile est dure, elle va empêcher ton ressort qui est faible de remonter. Donc ton véhicule, il va se poser et il ne va pas remonter tout de suite. Il va remonter qu'avec la force motrice. D'accord? Ce type de suspension, ça va bien sur les sauts. Mais dans le gros tout-terrain, pose problème, puisque quand ton véhicule va remonter, la roue va venir avec et va redescendre qu'un peu plus tard sous l'effet. On vous l'a montré sur certains véhicules, c'est quelque chose qui est très utilisé en buggy, truggy, compétition. Pourquoi? Parce que leurs circuits sont des autobahns à bosses. Ce circuit relativement plat, avec des grosses bosses, donc ils s'en foutent de perdre un peu de motricité sur les petits trous. Par contre, quand ils font les appels contre appels, ils se posent, les gars, pop, je suis posé et je continue ma route. Avec la force motrice, ça remonte un peu l'avant. Et s'il y a un choc, de toute façon, tu vois, ça reste un peu... Moi, j'aime pas. Mais eux sont obligés pour la précision de pilotage, parce que quand ils descendent de leur saut, il y a peut-être un virage. Donc, ce que nous, on aime bien faire, c'est-à-dire un véhicule qui va atterrir, qui va rebondir, parce que c'est beau, tu vois, le ralenti, ça, tu l'as en tête. Même quand tu sautes à vitesse normale, hein, nous, dans notre tête, les filles, pour que vous soyez au courant, ce que nous, on voit arriver, c'est ça. Et là, tu remets gaz. Tu vois, ça, c'est ce qu'on voit avec le V8 qui bug. Mais en compétition, ingérable. Puisque au moment de rebondir, tu n'auras pas tourné. Tu vas aller tout droit, tu vas te planter comme une merde. C'est pour ça qu'ils font pas ça. Donc pour nous, les fans de gros tout-terrain et de monster truck, une suspension de compète, c'est absolument dégueulasse. On a des huiles relativement raides, avec des ressorts pas forcément durs. L'engin qui se pose, voilà, c'est fait, il est par terre. Et ensuite, il remonte que avec les effets de couple du moteur, de la suspension, tout ça. Donc pas très réactive sur les petits trucs. Ça, c'est des trucs basiques, suspension basique. Tu peux avoir un ressort très dur avec une huile relativement souple. Donc là, ton véhicule il va bien freiner sa descente par l'effet du ressort. Mais ensuite,
il va remonter aussi sec. Donc au lieu d'avoir un truc moelleux, tu vas avoir un truc, tu vois, vraiment très réactif. Ça, par contre, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Donc à toi de voir ce que tu veux comme réaction au niveau du freinage, enfin au niveau du ressort, de ta souplesse de suspension, et au niveau de tes huiles. Il y en a qui préfèrent ci, qui préfèrent ça. Ça dépend de ton terrain. Nous, en loisir, on va faire un réglage de base sur un véhicule avec lequel, personnellement, enfin moi, je fais un réglage avec lequel je fais tout. Je vais aller bien être relativement à l'aise dans la prairie, je vais être bien sûr, dans le tout-terrain, la forêt, le sable, la terre. Ça va suffire pour les sauts. Alors oui, sur les gros sauts, ou même les sauts moyens, ça va taper, mais je m'en cogne. Il y en a qui vont régler leur véhicule parce qu'ils ne veulent absolument pas que ça tape par terre. Ils vont régler très raide, ils vont oublier que les efforts vont être répercutés sur les tourelles de suspension, les amortos, ici dans le cas des cantilevers sur les axes de renvoi qui vont se tordre, ce genre de choses, qui vont régler la voiture que pour le saut. Mais ils vont être évidemment très mal à l'aise dans le gros tout-terrain ou n'importe. Si tu as plusieurs véhicules, bien sûr, tu fais un pour les sauts, un pour ci, un pour ça. C'est normal. Les compétiteurs, eux, c'est différent puisqu'ils vont d'un circuit à l'autre. Donc soit ils ont leur fiche de setup, ils ont des fois plusieurs amortos avec, machin. Donc ils changent les points d'ancrage, ils changent carrément les amortos complets, ils ont leur set avec les ressorts. Ceux qui font les tournées régulières et qui ont les moyens, bien évidemment, vont se permettre de... ils ont leur petite fiche par circuit. Les cartes amortos qui vont pour ce circuit, les pneus qui vont avec, ça. Tu vois, pour les différentes conditions, ils ont leur petit truc et ils changent systématiquement à chaque fois tous leurs petits réglages, ils ajustent puisque eux, c'est au quart de poil de mollet de fourmi que ça se pilote et que ça passe les chronos. Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est s'éclater, avoir travaillé une suspension, un pneumatique qui s'accroche sur un caillou au crawler. Tu vois, c'est pareil pour nous les suspects, on aime ce truc-là. Et comme tu as pu le constater une fois plus dans ce tuto, il y a 36 000 façons d'expliquer la même chose, 36 000 façons de régler le véhicule pour arriver à un résultat satisfaisant. Tu prends la bécane à Schumacher, tu la files à Senna, il ne va pas réussir à rouler, tu files l'inverse, il ne va pas réussir à rouler, tu mets encore 3 ou 4 autres pilotes dans la boucle, les mecs, tu leur files chacun les caisses de l'autre, ils vont réussir à rouler, mais ils ne vont pas faire leur meilleur chrono. Parce que chaque pilote a ses habitudes et veut sa façon de régler la caisse. Il y en a qui vont régler l'avant beaucoup plus ferme que l'arrière. Ça, c'est mon cas. J'aime bien avoir l'avant plus ferme, puisque en roulant en accélération, je déleste. On parle toujours des gros tout-terrain. Évidemment, en GT, c'est un peu différent. Enfin, quoi que je fais la même chose. On va délester un petit peu. Donc, le véhicule peut quand même travailler sur les petits trucs. Au freinage, il va être relativement ferme. Moi aussi, j'aime bien atterrir un peu plus sur le nez que sur le cul. Donc, je vais être un peu plus ferme devant. Je vais laisser l'arrière souple pour que ça squatte bien et que ça puisse, malgré que ce soit squatté, encore travailler sur la suspension. C'est pour ça que je suis un grand fan de la suspension du Summit, parce qu'il y a de la marge. Tu vois, c'est génial. Et en cas d'ornière, au moment où les fesses vont taper, elles vont pouvoir remonter sans décrocher. Et je ne perds pas la motricité à l'arrière. Inconvénient, c'est que, entrée de virage, ton véhicule s'écrase moins, bascule moins de transfert de masse arrière, un peu plus raide entrée de virage. Mais dans le tout-terrain, tu es dans le sable, le machin, sur un endroit glissant, pas très grave. Et bien sûr, si tu atterris comme ça, là, tu vas aller claquer rapidement le cul, tu vas taper là, et tu repars. Mais à ce moment-là, moi, je remets gaz. Les habitudes de conduite de chacun. Certains vont faire l'inverse, ils vont laisser donc l'avant bien souple et l'arrière plus ferme, parce qu'ils détestent que l'engin se promène comme un chien qui a des vers au cul dans la pelouse. Moi, ça m'éclate. Et ils vont donc raffermir l'arrière pour squatter moins, d'accord? En raffermissant l'arrière pour squatter moins, attention, tu vas aussi partir plus vite en wheelie. Plus ta suspension arrière est raide, plus tu vas partir en wheelie. Alors que là, tu absorbes. Ensuite, oui, hein, tu peux compenser avec les réglages des triangles, le truc qu'on appelle anti-squat, tout ça, ce sera un autre épisode. Donc tu vas raffermir ta suspette à l'arrière pour ça, pour aussi parce que toi, tu préfères atterrir comme ça, proprement, poser et repartir.
Et l'avant souple pour pouvoir justement, entrer de virage, basculer, gagner un max de réaction du train avant pour être très maniable. Il y en a qui aiment les 4 souples, il y en a qui aiment les 4 durs. C'est comme ça. Hein? Chacun ses petites habitudes est très important. Donc si tu es débutant, tu prends le véhicule que tu as acheté. Avant de commencer à toucher les réglages, sauf si vraiment il y a un truc qui ne va pas du tout et que c'est dégueulasse et que tu arrives vraiment pas à conduire, tu fais pas de changement de réglage trop rapidement. Surtout pas. Je te conseille vraiment de faire une dizaine de batteries de run dans des endroits différents parce que ça va réagir sur chaque terrain. Donc prends-toi bien l'habitude. Tu roules 2-3 fois dans la pelouse, 2-3 fois dans le sable, 2-3 fois là. Et tu regardes comment réagit ton véhicule. Ensuite, tu vas te pencher sur des réglages. Alors, si tu veux régler à chaque fois, parce que tu sais, là, ce week-end, je vais en forêt, je veux mes suspensions souples, mon machin, mon bidule. Week-end d'après, je vais dans l'herbe, il fera beau, ça sera sec, ça va avoir de l'accroche, je veux ça. Libre à toi. Ça fait partie du plaisir de la RC. Pour beaucoup, c'est de passer des heures à bricoler. Ensuite, ils roulent un petit peu, ils n'usent pas trop et ils rebricolent. Moi, c'est l'inverse. Je préfère rouler un max et bricoler un mini. Donc, je bricole quand même parce que j'use. Puis je prends des poteaux et des arbres et des murs et des voitures et des gens. T'as qu'à pas entraîner là. Euh, je me suis perdu dans tout ça. J'en étais où dans cette histoire? Oui, donc tu fais un run un peu partout, tu regardes comment réagit l'engin et ensuite tu changes, tu choisis un réglage et tu changes ce réglage en te prenant note. Prends des notes, fais des repères, fais une photo de où était ton réglage au départ. Sinon, tu vas te paumer. Tu vas changer d'abord peut-être un peu le tarage de suspension. Plus ou moins, tu vas refaire tes mêmes runs. Avant, si tu changes tout de suite le tarage et tout de suite l'huile et tout de suite une inclinaison sur une suspension ou un bras de levier, tu vas changer trop de choses à la fois et tu ne vas pas t'en sortir. Et ça prend du temps, effectivement, quand tu es débutant. On sait, c'est chiant. Je ne veux pas dire le contraire. Mani qui veut voler en hélico. Il achète un hélico, il sort, il le pose, il essaye. Simulateur, rien à foutre, j'ai pas envie de traîner devant l'écran, je veux sortir, je veux être dehors moi. Donc tu commences à voler ci et ça, ensuite tu es censé faire tes apprentissages, pour la sécurité aussi, de bien faire tes boucles et tes trucs, et tes 8, et ton nez devant, et ton tour à plat, etc. Mais le problème c'est que tu voles et que tu veux commencer à... Et tu as oublié de faire tous tes trucs, résultat, 10 ans plus tard, tu ne sais toujours pas faire proprement tes trucs, et t'es pas plus loin. C'est pareil avec la bagnole. Donc tu vas commencer à jouer avec tes tarages, tu vas te faire quelques runs. Ensuite tu vas jouer avec tes huiles ou ton piston. Ce qui est très important de savoir que tu peux changer la dureté de l'huile et tu peux changer les pistons. Il y a une similitude. Si tu mets de l'huile fine, ta suspension va être comme ça. Si tu mets de l'huile épaisse, elle va être dure. Tu peux faire la même chose en changeant les pistons. Les pistons ont des trous dedans, soit plein de trous, soit des trous de plus en plus gros. Il y a des marques qui te livrent des pistons avec, comme Arma, ils te donnent plusieurs pistons, donc là c'est cool, parce que tu ouvres ton amorto, tu comprimes, tu enlèves ton piston, tu remets le piston, tu remets une toute petite goutte d'huile, parce que normalement t'en perds pas si tu fais proprement ou à peine, et tu peux refermer sans changer l'huile. Il y a des marques qui ne te donnent pas de piston, ou qui n'en ont même pas au catalogue, donc là tu vas être obligé de passer par le changement d'huile. On parlera de l'huile encore tout à l'heure. Il faut que ce soit huile, graisse ou machin. Pour changer tes réactions. Et si en même temps que ça, tu t'amuses à commencer à changer la position de tes amortos, tu as des diffs qui moulinent trop, tu vas changer tes huiles de diff, tu vois ce que je veux dire, tu vas t'y perdre. Donc, choisis une priorité. Moi, en général, la première chose que je fais, c'est régler mes suspects. Je vais faire un essai avec le véhicule sorti de la boîte. Sur place, sur le terrain, très facile de changer le tarage. Donc, je regarde un peu mes tarages, mes machins. Ensuite, je vais changer peut-être un peu la position de mes amortos. Je vais trouver une zone où je suis à l'aise ou pas. Si je ne trouve pas de zone où je suis à l'aise, je passe par la case atelier, changer l'huile. Et on recommence.
avec le temps, tu prends tes petites habitudes. C'est pas forcément les bonnes. Ça, c'est un avantage de la chaîne, c'est que je me bouscule sans arrêt. Je recommence à zéro. Tu vois, moi, j'aime bien les amortos relativement droits, des huiles moelleuses, des ressorts moelleux. J'aime bien quand c'est moelleux, en fait. Hein. Tu vois, je suis, tu vois, la Madeleine de Proust. La Madeleine du Prout. J'aime bien. Mais c'est pas forcément bien partout, comme dit, donc du coup, des fois, tu reprends, tu recouches tes amortos, tu les remets autrement, tu changes tes trucs. Faut pas oublier, bien sûr, que changer les huiles, ça a des coûts, puisque si tu veux différentes huiles, il te faut 1, 2, 3 flacons, c'est entre 5 et 8 euros le flacon selon les fournisseurs. Personnellement, si tu me poses la question Axomodéisme, produit Dark, 5 euros le flacon, imbattable. Les huiles hydrauliques. Très important à savoir, on utilise des huiles silicone, donc de synthèse, pour nos suspensions. Ces huiles hydrauliques sont incompressibles. Très important, garde ça à l'esprit. Et elles réagissent très peu à la variation de température. Il y a des constructeurs qui utilisent encore des huiles qui réagissent énormément à la différence de température, mais c'est quand même plus très répandu. C'est pour ça que tu ne mets pas de l'huile moteur dans tes amortos. Parce que l'huile moteur va réagir comme ça à froid et comme ça à chaud. Enfin, vraiment, c'est l'inverse. Et surtout que tu ne vas pas trouver la fluidité qu'on utilise en RC. Ça peut être une soluce de secours. Si tu n'as pas les moyens et tu as des fuites et des trucs, tu prends ce qui traîne. Normal. C'est normal. Mais normalement, tu utilises ça parce que justement, pas de variation de température et incompressible. Je te dis incompressible, c'est très important. Il ne faut pas oublier que le volume de la tige de l'amortisseur qui rentre dans l'amorto doit être compensé quelque part. Vu que ce n'est pas compressible, si tu remplis ton amorto et tu laisses ta tige dehors quand tu le fais et que tu fermes ton capuchon, tu vas rentrer un petit peu, le volume de la tige va comprimer l'huile qui est dedans, qui va aller nulle part, qui ne va pas se comprimer, et ta tige, elle va se bloquer. Donc selon le type d'amorto que tu as, c'est pareil, c'est dans le tuto amorto, il y a différentes façons pour faire, pour bien le fermer, bien le purger, le remplir. Et à la base, tu peux demander n'importe quel technicien de n'importe quel domaine, si tu lui parles d'un cylindre ou d'une pièce hydraulique étanche, avec de l'air dedans, il va te dire la même chose. Oh, bah ça c'est une panne. Chauffagiste, il va te dire c'est une panne. De l'air dans l'eau, c'est une panne. De l'air dans l'huile, c'est une panne. De l'air dans le liquide de refroidissement, c'est une panne, etc., etc., etc. Dans un milieu fermé, étanche. Et pourtant, en RC, certains utilisent ça pour, ils appellent ça de l'amorto à émulsion. Mais l'air réagit à la température, l'air réagit à la compression. Tu as donc une variation de la réaction de l'amorto, selon ce que tu fais, mais ça fonctionne quand même. Il faut le savoir. Donc quand on va t'en parler, tu peux dire, ah tiens, oui, il m'avait dit un truc. Effectivement, écoute le monsieur, il dit un truc anti-mécanique, mais ça fonctionne. Et je t'invite aussi à lui ouvrir les yeux de l'autre sens. Pose-lui la question. Mais ton air là-dedans, quand il fait soleil qui tape 50 degrés, elle monte en pression. Et quand il fait froid, elle perd en pression. Donc ton morteau est différent. Il faut chaque fois faire avant d'aller rouler comment ça se passe. Et il va t'expliquer. Et tu vas comprendre que ça fonctionne. On parlera aussi bien sûr de tout ce qui est petits compensateurs en plus. Parce qu'il y a des compensateurs avec des pastilles, des ressorts, des mousses, du volume seulement uniquement plus, du compensateur optique, c'est-à-dire qu'il y a un réservoir mais il ne sert à rien. Il y a des trucs plus compliqués, parce que là je t'ai parlé d'une réaction de suspension simple. Il y a des pistons sur lesquels tu peux fixer des petites languettes, soit au-dessus, soit en dessous. La languette, si tu as 4 trous dans ton piston, elle est posée dessus, sur 2 des trous. Donc suspension s'enfonce, la languette se plie, donc c'est mou. Quand ça remonte, c'est bloqué, ça freine la remontée. Tu te retrouves avec une suspension qui a une réaction différente à l'entrée et à la sortie. Si tu mets en dessous, c'est l'inverse. Ça va être dur à l'atterrissage et va être moelleux en remontant. Il y a des pistons de formes différentes maintenant, ça vient de plus en plus, qui changent donc le flux d'huile.
la réaction, donc la mécanique des fluides, tout simplement, euh, pour agir différemment entrée-sortie. Il y a ensuite des trucs encore plus compliqués. Il y a des fourreaux qui se mettent dans l'amorto qui ont des chambres de volume différents. Donc effectivement, si tu as ton piston, normalement, qui fonctionne dans ton cylindre, il touche tous les bords en permanence. Si ton fourreau, à un endroit, il a une ouverture en V, d'un côté, l'huile va pouvoir passer à côté du piston. Donc ta suspension va être très souple à ce moment-là, puisque tu n'auras aucune résistance d'huile. Et ensuite, ça va passer dans la partie du fourreau qui est fermée normalement, et là, ton piston va ralentir. Tu as donc une réaction variable selon la position de la suspension. Et là, c'est pour ça que je t'en parle que maintenant, il faut que tu te remettes en tête tout ce que je t'ai dit avant sur la hauteur de caisse, le machin, le bidule. Si ta hauteur de caisse après au mauvais endroit par rapport à ton fourreau, tu vas toujours être dans le dur. Ou souple là, tu peux le tourner dans l'amorto, il y a des fourreaux différents avec formes différentes, donc il y a des variations. Où j'ai vu ça, alors ça j'en sais plus rien, c'est pas Sismic qui l'avait fait. Sismic font les petits ressorts à mettre au-dessus des pistons, en dessous pardon, pour donc te garder l'amorto un peu dedans. À quoi ça sert ça? Ben, c'est la même chose que ce que moi j'aime utiliser, ce que certains professionnels ne supportent pas et disent que c'est une erreur fatale. Et pourtant, tout comme l'amorto à émulsion, je comprends que ça fonctionne. Il faudrait aussi qu'ils ouvrent les yeux et se dire « Ah merde, ça fonctionne son truc », puisque ça fonctionne aussi dans l'échelle réelle. Tu prends un amortisseur qui a un purgeur, tu rentres ta tige à fond, tu sors toute l'air et l'huile en trop, tu fermes. Ton amorto étant pression négative. Tu peux le faire quand tu as un amorto avec un compensateur, avec la petite pastille et la vis de réglage aussi. Attention, dans ce genre de cas, lis bien la notice de comment, parce que selon le compensateur, il faut remplir l'amorto de telle ou telle façon, purger là en dernier, là en premier, etc. Donc ça revient au même. Donc cette petite pastille a l'avantage d'être réglable. Donc tu peux serrer la vis, tu pousses le petit piston qui est dedans, donc tu augmentes la pression, ton amorto se comporte normalement, tu desserres. Au départ, on va dire, au remplissage, tu te mets moite-moite. Comme ça, tu as une partie, tu peux décompresser, une partie, tu peux compresser. Tu peux te mettre en compression du début à la fin pour vraiment avoir un amorto très raide, pour pouvoir avoir les réglages que en raideur. Et tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire mettre tout en totale dépression, compression au serrage, pardon, de ce petit truc, pour avoir un maximum de pression négative. La pression négative va tirer ta tige à l'intérieur, ta pression positive va sortir ta tige. Attention, comme dit, trop de pression positive, tige bloquée. Trop de pression négative, il y a un joint quelque part dans l'amorto qui va laisser passer. C'est fini, tu te retrouves en amorto à émulsion. Et là, tu vas dire, c'est pas grave, puisque ça fonctionne aussi, mais tu n'auras pas le même effet. Ta pression négative va faire l'inverse. Allez voir la vidéo du Outlaw Rampage Pro que j'ai fait, je l'ai bien montré, je l'ai bien expliqué. On a fait les réglages suspension comme c'est dit dans la notice, le remplissage comme c'est dit. Le véhicule a une très très mauvaise liaison au sol. On a le train arrière qui se balade tout le temps. Pression négative dans les amortos va tirer le véhicule vers le bas. Il va descendre. Et tu vois ce que je veux dire? Donc dès que tu vas prendre une ornière, la roue, elle va chercher plus facilement le sol et ton véhicule va rester mieux en liaison au sol. Mais ça dépend du type de suspension. Et c'est là qu'on va switcher sur les ponts, après t'avoir parlé de l'amorto ultime fabriqué par MCD, un amorto pour voiture RC, un cinquième, 450 € la paire. Ouais. Où tu peux régler 2 bypass. Tu peux régler l'amorto en compression et en décompression. Mais ils n'ont pas fait que ça. Avant d'avoir fait ça, ils ont fait encore un autre système, un peu identique au fourreau. C'est que tu as une chambre de haute pression dans ton amorto. Donc la suspension se comprime normale jusqu'à arriver dans cette chambre de haute pression qui est plus étroite. Donc la pression d'huile augmente et la tige est freinée par pression d'huile. Tout simplement pour éviter. Et là, ça, c'est ceux qui n'aiment pas claquer les châssis au sol, qui vont faire « mais c'est ce dont j'ai besoin ». Effectivement, c'est le cas. Tu peux avoir une suspension très souple et ensuite la chambre de haute compression va empêcher la suspension d'aller traverser et taper au sol puisque ton ressort comprimé à fond, lui, il n'a plus d'effet. C'est là que ton châssis traverse et c'est là que cette chambre de compression arrive à travailler. Attention,
C'est possible sur un engin comme ceci, parce que tu as une liaison mécanique énorme entre triangle de suspension, tourelle hyper balèze, puisque tu as énormément de pression dessus. Si tu fais ça sur n'importe quel véhicule, tu vas te retrouver avec des bras de suspension qui vont faire clic-clac Kodak, ou des tourelles qui vont faire oui. Tu vois ce que je veux dire? Traxxas et Max, Thunder Tiger et MTA, tu vois, tes tourelles vont faire bye bye, elles vont dégager. Tu ne peux pas utiliser ça partout. Enfin, selon la pression, bien sûr, utilisée dans le truc. Et encore un huitième, pas trop trouvé. Alors, il y a peut-être moyen d'en bricoler soi-même. Je vais te le mimer de côté, tu vas très vite comprendre. Tu as ton cylindre, la coupe de ton cylindre, ok? Tu as ton piston au milieu. Tu peux avoir un deuxième espace, la tige plus longue, et un petit piston. Alors, dans la première partie, forcément, le petit piston, il ne sert à rien, parce qu'il se balade dans l'huile. Et arrivé en haut, en compression, il y a la petite chambre dans laquelle se glisse le petit piston. Et là, il entre en action. Comme il n'a pas de trou ou très peu de trous, la pression augmente. Ce genre de système, par rapport à ce que fait MCD là-dessus, avec son truc à double pression, puisqu'ils ont encore un ressort à l'intérieur, et pas ce qu'il y a de mieux, puisque tu peux avoir un mouvement de tige, donc le piston en haut, il va tapouiller un petit peu, faire des trucs bizarres. Mais c'est une des solutions. L'autre solution, tu vas tout simplement sur la page MCD, et tu vas voir les amortos avec la chambre de haute pression. Regarde voir le plan, et tu vas voir les amortos donc avec les bipasses. Certains constructeurs se sont lancés à le faire aussi en échelle plus petite, parce que avec le développement des shortcuts, ils avaient envie de faire justement des trucs de suspension de plus en plus réalistes. Donc tu as des systèmes de compensateurs pour que ta suspension de ton shortcut devienne réaliste aussi. On a très envie de voir arriver ça bien sûr aussi sur nos monsters, comme ça on peut avoir vraiment une suspension qui va se poser propre et un cul qui ne va pas se catapulter systématiquement ou ce genre de choses, ou le châssis qui va taper trop fort. C'est coûteux. C'est pour ça que pour l'instant la plupart des constructeurs font des choses simples. C'est coûteux, c'est complexe, il faut plus de pièces de rechange, et il faut aussi que l'utilisateur sache s'en servir et le maintenir. Parce qu'après, si tu démontes et tu ne sais plus comment le remonter, ben, tu n'as rien gagné du tout. D'accord? Plus de pièces mécaniques aussi égale plus de chances de panne. Plus il y a de pièces, plus tu pars de panne. Bien. Tout ce qu'on vient de t'expliquer, ça vaut pour tout type de suspension. Donc, bras de suspension comme ceci, bras tirés, bras poussés, tout le trouloulou. Pour les ponts, c'est un tout petit peu différent. Pour les ponts, c'est différent parce que tu n'as pas chaque roue indépendante. Sur les ponts, si tu mets un amorto à gauche, à droite, de face, comme ceci est une masse non suspendue, ta suspension va être très ferme. Si tu la laisses souple comme c'est le cas ici, tu vas avoir un autre problème, c'est que ça va être méga souple de ce sens. C'est plus compliqué à trouver le réglage idéal. Donc surtout que nous, on veut faire des MT scaleux, donc on veut que ça se pose. Je vais enlever la carreau pour que ça fasse plomb. On veut que ça se pose comme ça. Le problème après, c'est qu'on se retrouve avec des ponts qui se baladent à gauche à droite comme des crawlers, et un véhicule qui, à l'accélération, part en twist, qui se casse vite la frimousse dans les virages. Et c'est là qu'intervient, dans les deux sens, mais je voulais l'attaquer là parce que là, l'effet est vraiment flagrant, la barre stabilisatrice. La barre stab, comme tu peux le constater, va empêcher ça, à ne pas confondre avec une barre de torsion. La barre stab relie un côté de la suspension à l'autre côté pour empêcher le véhicule de tanguer. D'accord? Dans le cas des ponts, ça limite le débattement et le croisement de pont. Regarde. Ici, on a des barres stables super fermes, donc la suspension est souple en verticale, mais ferme comme ça, parce que c'est un engin qui n'est pas fait pour le gros tout-terrain. C'est fait pour rouler dans une arène, machin, faire des petits stunts. Donc on n'aura pas besoin de beaucoup de débattements de suspension et de dévers et de croisement de pont, comme on appelle ça, comme c'est le cas ici. Ici, croisement de pont de Maboule. La barre stab, elle, sur la suspension,
elle agit comme tu viens de voir sur le pont. C'est pour ça que j'ai pris le pont, parce que c'est vraiment flagrant sur un pont. Sur une suspension standard, de tout terrain, c'est dur à montrer, sauf si on vire les amortos. Sur une GT, ça va être un peu plus simple. Les GT utilisent des barres stables beaucoup plus balèzes. Barre stable qui peut être un simple cylindre, qui peut être à couteau, à machin, à bidule, à voir le tuto à ce sujet. Quand je vais comprimer ma suspension ici à droite, regarde ma roue gauche. Regarde. Elle monte avec. Non, à l'arrière, ça ne se monte pas à l'arrière. À l'avant, elle est peut-être plus ferme. Ouais. On a l'autre roue qui va remonter avec la suspecte. Ceci a pour effet de ramener le châssis vers le sol. Tu vas prendre ton virage, tu vas comprimer ta suspension. Ok. De fait, comprimer la suspension, ces roues de ce côté, elles sont tirées avec. Donc le véhicule, il descend dans son virage en fait. Il va commencer à pencher et il va descendre. Donc plus ton terrain est abîmé, moins tu mets d'effet de barre stabilisatrice, parce que, comme tu l'as vu sur l'autre MT, ça empêche les roues de bouger gauche-droite. Donc si tu mets des barres stables très dures et que tu vas dans le TT, ça va être dégueulasse à rouler, sauf sur les sauts. Là, ça va se comporter pareil, puisque tu vas atterrir une roue sur une roue, enfin sur le train ou les quatre. Et donc dans le gros terrain, tu as très peu d'effets de barre stable ou pas d'effet de barre stable, ce qui va te permettre justement de faire ce genre de choses. Parce que dans le TT, quand tu as beaucoup d'obstacles, si tu as une barre stable là-dessus, imagine aussi balèze que celle-là, je vais donc comprimer ma suspension parce qu'il y a un rocher. Du coup, je comprime ma suspension, ça va me tirer l'autre roue au sol et je vais enfoncer mon châssis dans l'obstacle au lieu de passer au-dessus, tout simplement. On va s'arrêter là pour la barre stable. Je voulais juste que tu aies une petite idée de l'explication. On fera un truc à part, sûrement pour la barre stable, avec le réglage châssis, chassimétrie, tout ça, pour que tu aies bien la différence dans ta tête entre barre stabilisatrice et barre de torsion. Et je répète, barre de torsion, pas vu en RC, sauf peut-être comme dit sur certains scales. Donc les gars, vous me dites ça, ou les anciens, si vous avez vu des véhicules qui avaient des barres de torsion à l'époque, parce que c'était plus simple de faire ça que de faire un ressort. Parce que tu peux faire une barre de torsion très simplement. Tu prends une tige métallique, tu fais 2 méplats, donc tu la fixes quelque part à un endroit et tu la mets dans un endroit mobile de l'autre. Tu vas avoir de la torsion. Bien sûr, si elle est trop souple, tu vas avoir de la torsion comme ça ne va pas vous sonner non plus. On croit que ça peut marcher aussi. Donc tu penses bien à ceci. Ça n'empêche que tu as des tout-terrains avec des barres stables, généralement en monster truck, et ça fait partie de la suspension. Attention, accroche-toi. Pneumatique, et oui, on a fait un tuto pneumatique. Et souviens-toi, je t'ai parlé de certaines choses. Les pneumatiques font partie de la suspension. Dans le cas d'une pistarde, tu as des pneus très très durs, des jantes relativement raides, enfin quoique maintenant ils font des flex aussi. Et tu as donc les efforts de terrain qui sont très vite rendus sur les suspensions. Donc le véhicule doit être le plus rigide possible sur les triangles, les roues, les pneus. Plus tes éléments sont rigides, plus ta suspension va pouvoir travailler proprement et efficacement. Plus tes éléments sont flexibles, un pneu moelleux, une jante souple, un plastique de triangulation souple, moins tu vas répercuter les effets sur la suspension. Donc sur des engins comme ça va être beaucoup plus pâteau à rouler. Généralement, on vire les barres stables parce qu'on n'en a pas besoin. Sur celui-ci, le KPM, on les a mis quand même parce que le constructeur a prévu des masses relativement élevées et je voulais voir l'effet de ces barres stables. Et effectivement, donc malgré son poids élevé, avec les barres stables, le truc en virage, regarde, tu vois, regarde comme je suis obligé d'appuyer, il ne tangue pas des masses. Ok? On a une suspension donc qui marche bien souplement comme ça. Et, je vais enlever la carreau, ça va être plus simple. Regarde, on n'a quand même pas de mouvement de l'autre côté vraiment flagrant. C'est sûr que ça va arriver en roulant quand même, un petit peu, mais pas autant que ce qu'on pense, parce que la barre est bien calculée par rapport au poids du véhicule, ou sa façon d'utiliser et de l'ancrer sur les triangles supérieurs a été fait en conséquence. Parce que selon l'endroit où tu ancres ta barre stable, elle a besoin d'un point fixe au châssis, mais elle ne doit surtout pas être bloquée dans le châssis, attention. Ça peut être monté sur roulement.
De plus en plus d'ailleurs, ils font ça. Pour les mêmes raisons. Parce que plus le montage de la barre est précis, plus vite elle va passer sa force de l'autre côté en cas de mouvement de suspension. Donc, tes pneumatiques ils vont gonfler, ils se remplissent un peu d'air. À l'atterrissage, ils compensent le choc. La jante, elle flex. Triangle plie un peu, suspension commence à travailler. Donc un véhicule pâteau et contrairement à une piste où il faut une réaction rapide, que tu es vraiment les opposés. Sur les véhicules à pont, on utilise pour éviter que le pont se balade, puisqu'il est monté sur 4 ou 3 liens ou 2 liens et un lien en Y. Il est monté sur rotule, donc il peut se balader de droite à gauche. Pour empêcher ça, on a ce qu'on appelle une barre Panhard, du nom de son fabricant, ou barre anti-dévers, enfin de l'inventeur, c'était Panhard. Enfin, du moins en France, peut-être quelqu'un qui l'a inventé en même temps ailleurs, on ne sait pas. Une barre anti-dévers qui va empêcher le pont de se balader. Donc son effet principal est d'empêcher le pont de se balader. Son effet secondaire, ces deux effets secondaires, c'est un, ça stabilise le véhicule, mais c'est pas une barre stabilisatrice encore. Et il y a un inconvénient, c'est que comme elle est fixée de droite à gauche, on a toujours la suspension qui va travailler. Un côté va toujours, avec les suspensions, descendre un peu plus loin, sauf si, bien sûr, tu as fait les réglages nécessaires pour que tout reste droit. Mais en général, tu as un pont qui se comporte un peu... Sur beaucoup de véhicules en modèle réduit, on voit ça, que le pont, d'un côté, avec la barre comme ça, ne fonctionne pas parfaitement symétrique. Il y a aussi ce qu'on appelle le parallélogramme de Watts. Ça, vous l'avez vu sur le Cross RC MOX, allez voir la vidéo. Là, on a deux barres qui relient le pont à un système pendulaire fixe sur le châssis. Donc ça, en fait, si tu veux, ça divise ta barre Panhard en deux sur une articulation et ça permet de compenser ce que la barre Panhard ne fait pas. On a donc plus d'effet de barre stabilisatrice encore sur ce système et on a un truc qui reste symétrique en réaction. Donc c'est mieux foutu, c'est plus complexe, une pièce en plus, mouvement en plus, mais on a un résultat meilleur que sur une barre Panhard, même si la barre Panhard fait très bien son boulot et que, une fois de plus, tu vois qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Des façons plus ou moins simples, plus ou moins compliquées. Voilà. Donc on a parlé pneumatique, jante, flex triangle, barre stab, barre Panhard, parallélogramme de Watts, ressort, lame de suspension, barre de torsion, amorto vide, merci Tamia, amorto à friction, graisse, huile, pneumatique. Alors, pneumatique, pas super répandu à RC, plus dans les scales. Généralement, c'est du pneumatique manuel, hein, tu mets plus ou moins d'air dedans pour changer un petit peu la réaction. C'est pas vraiment utilisé comme un amortisseur, c'est plus pour changer les réactions, comme dit, sur les scales un peu plus réalistes. Je pense quand même que j'ai déjà vu, il me semble, un système piloté, c'est-à-dire tu as un petit compresseur, tu as une durite par amorto, petit capteur et des trucs. Tu as des subterfuges dans les scaleux, surtout, pour les scaleux, surtout en drift et en crawl, pour rendre le véhicule vraiment esthétiquement efficace à regarder. L'utilité dans le tout-terrain après, aléatoire. Ça fonctionne quand même. Donc dans le cas d'un 4 roues motrices, tu as 4 cerveaux. Chaque amorto est relié à un cerveau. Il faut, oui, des cerveaux balèzes. Et non, c'est pas prévu pour... tu peux pas mettre ça sur un short course et balancer à 80 à l'heure ton UDR dans le champ avec tes cerveaux qui compensent pour aider parce que l'effort sur les cerveaux va être trop violent. Donc c'est pour les scaleux, pour rouler tranquille. Ça te permet de, selon les réglages que tu fais, d'avoir une suspension tu vois, vraiment réelle de véhicule souple. Ça permet, pour ceux qui crapahutent, donc pour le franchissement, de compenser plein de choses. On en a parlé tout à l'heure. Dans ta montée, tu peux donc descendre tes cerveaux avant et remonter tes cerveaux arrière. Donc ton véhicule, il va compenser ta pente. Dans les descentes, c'est l'inverse. Dans les dévers, tu vois, où ton 4x4 va être comme ça, normalement, tu vas tendre ces deux suspensions-là et tu vas diminuer ceux-là. Donc mécaniquement, tu vas changer l'assiette
et ton amorto est toujours là pour fonctionner normalement. Avec le pneumatique, tu vires les servos et c'est le pneumatique qui fait ça, c'est ton amorto qui va plus ou moins réagir ou sortir ou rentrer plus. Mais je crois que c'était qu'un prototype, le truc pneumatique que j'avais vu. Mais c'était il y a un moment déjà. Compliqué à faire fonctionner et pareil, ça va être bien sur escale. Les drifteuses aussi utilisent ça. Il y a des super belles vidéos de vieilles voitures américaines qui driftent où tu vois vraiment le truc qui fonctionne comme ça. Je ne sais pas si Red Cat sur son système, sa voiture à Air Ride là, mexicaine, ils ont fait vraiment un petit compresseur et tu peux vraiment avoir la pression qui te jette le truc ou si c'est des ressorts, des servos. Je ne suis pas allé voir puisque ça ne m'intéresse pas. Ceux que ça intéresse, allez voir. Red Cat Racing a donc fait un lowrider. Donc c'est un véhicule que les Mexicains, enfin c'est typiquement les Mexicains qui aiment bien ça. Donc tu peux changer ta hauteur de suspension, faire sauter le véhicule, mettre le capot tout droit, enfin ce genre de choses. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont allés faire ça réellement sur la petite RC, mais c'est à vous de me dire. On a parlé de la position des amortos, de la longueur des amortos, des ressorts par rapport à la longueur de l'amorto, des différents types de ressorts. Si j'en ai oublié, vous balancez. Hein. Donc on a dit 2 étages, tonneau, standard et progressif. Progressif, Traxxas sur les 1 dixième. J'ai pas compris pourquoi Traxxas n'a pas fait de ressort progressif sur la série Max et X-Max. Sur les indices UDR, il y a des ressorts progressifs et tout le reste, ils n'ont pas fait. On a parlé des butées possibles, donc dans l'amorto, butée en compression, butée en débattement, des vis de butée sur les triangles, inférieur et supérieur. Il y a d'autres moyens, bien sûr, c'est les sangles de débattement. Red Cat a sorti ça sur son Vigilante parce qu'ils ont vu qu'ils arrachaient les amortos. Donc tu as une sangle de la longueur maxi de l'amorto ou un poil moins qui relie les deux points d'ancrage de l'amorto ou le triangle au châssis, n'importe quoi, pour empêcher en fait le triangle d'aller trop loin, pour arracher la suspette. C'est très utilisé sur les ponts aussi pour limiter le débattement des ponts, puisque là on peut avoir vraiment un débattement de fou avec des ponts. Et tu peux le faire toi-même, hein, avec du câble, de la sangle, du rilsan. Hein, en cas d'urgence, tu prends 4 rilsans, tu serres ta caisse, elle est en bas, elle est bloquée, et puis basta, t'es parti. Ce genre de choses. On a parlé des renvois d'angle, des différents effets du renvoi d'angle, en plus donc de la position de la biellette qui compense la position de l'amorto, l'effet en plus du renvoi d'angle, du calcul d'effort, hein, donc 1,5, 2 tiers, 3 tiers. Tu peux faire l'inverse. Tu peux avoir un levier qui est plus court devant et plus long au niveau de l'amorto pour avoir l'inverse. C'est-à-dire que le moins de petit travail sur la roue va faire un gros débattement de suspension, donc un truc très souple, jamais vu. On a parlé de la position de ces amortos, qu'ils soient couchés dedans, comme si, sur les crawlers, maintenant ça vient de plus en plus aussi, ils font un petit renvoi, donc le pont tape sur le renvoi et l'amorto est couché pour descendre les masses, et surtout que l'amorto, comme je l'ai dit, tu as physiquement ton amorto dans le chemin, il va se comprimer, il va être bloqué, tu vas être là. Ta roue ne va pas aller plus loin. Tu as vu qu'avec un cantilever, la roue peut aller beaucoup plus loin. D'où l'utilisation sur les crawlers, puisque les ponts vont être freinés par la longueur de l'amorto. C'est un amorto comme ça, en gros, la moitié de l'amorto, c'est ton réservoir d'huile. Donc ton amorto va faire ça, il va être bloqué. Et là, il va être dans le chemin. Ton pont, il veut aller plus haut, mais il ne peut pas. Il bute sur la suspension, et là, du coup, tu bouges ton châssis, tu baignes. Donc cantilever, amorto couché, le pont peut monter plus loin. Et l'amorto, lui, peut se comprimer autant qu'il veut et pas être dans le chemin. Ça l'enlève de là, en fait. Hein. On a parlé du bypass, des chambres haute pression, du système à fourreau, des pistons avec les trucs. Ça, on l'a juste, comme dit, on en a parlé. Parlez-en dans les commentaires. Revenez sur les tutos plus complets qu'on a fait à ce sujet. Le fourreau, on n'en avait pas parlé encore. L'amorto ISDT non plus, parce que je me suis dit c'est peut-être plus simple à un moment donné d'attendre d'en avoir un pour pouvoir le montrer, parce que juste en parler en théorie, je vois trop de vidéos d'influenceurs. Enfin, tu tombes rapidement sur des vidéos d'influenceurs en fait où le gars il te parle un sujet, donc tu cliques, tu vas voir, et le mec en fait il est là.
dans sa chambre. Et puis blablabla, il met 2-3 photos qui sont pas à lui, pas de lui, qu'il a piqué quelque part, pour t'expliquer le beans. Mais ça, j'aime pas. Quand on parle des amortos, j'aime bien, justement, ça c'est l'avantage d'avoir plein de matos, vous sortir les systèmes que j'ai là pour vous les montrer, pour que ce soit plus visuel. À un moment, j'avais encore beaucoup plus de matos, je pouvais vraiment tout vous montrer quasiment. Là, on a quand même pas mal diminué, mais à un moment, il faut choisir, hein, c'est comme ça. Le tuto le plus débile que j'ai vu au monde, c'est quand j'ai cherché la solution pour le son du micro. Je suis tombé sur des geeks qui se sont assis dans un canapé avec une pizza, ils n'avaient même pas le câble en question et ils t'ont juste expliqué et donné la référence du câble. Mais ce qu'ils t'ont expliqué, c'était rien, de la merde. Et je suis tombé sur la vidéo d'un ingénieur en bâtiment qui lui faisait des vidéos extérieures, qui avait besoin d'un micro externe pour le son, parce qu'il faisait tout avec sa caméra, pour ses archives perso, pour expliquer aux autres, etc. Qui avait besoin d'un micro aussi, qui s'est retrouvé dans ce cas-là et qui a clairement expliqué l'histoire du jack du micro avec 2 ou plusieurs bandes, et que, entre les différentes marques, chaque bande n'était pas la même chose. Et ça peut être stéréo, enfin le côté gauche, le droit, le gauche, tu vois, la lime, le truc, puisqu'il y a les câbles donc sur les smartphones où tu peux piloter ton téléphone par ton câble qui est branché là. Il a tout expliqué en détail, il a fait ça en 5-10 minutes, parce que lui, c'est un ingénieur, lui, un vrai. Tu vois, il est ingénieur en bâtiment, il s'est penché sur le système, il a demandé les données à iPhone, à Huawei, à machin, il a fait un tableau avec toutes les correspondances. C'est la différence par rapport au pauvre petit geek qui a fait quand même 100 000 vues en bouffant une pizza et en donnant la référence d'un câble Amazon qui ne correspond même pas à 90% des cas des gens qui cherchent ce câble. Ça, c'est un cas très rare, mais là, j'ai collé un like sur la vidéo. Parce que ça, c'est débile. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de partager avec tout le monde. Prenez en tête tous les termes qu'on a utilisés, les différentes façons de faire, les différentes façons surtout, quand vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que même si je sais à quoi sert la drop screw ou drop screw, ne vous inquiétez pas, on en reviendra dessus, ou la vis donc de butée de suspension inférieure ou supérieure, enfin la drop, c'est celle du bas, que déjà donc on peut dire drop pour tomber, on peut dire drop pour pendre, on peut dire autre chose, il y a plein de termes. Donc quand quelqu'un m'explique la vis, même si je sais, j'écoute sa façon d'expliquer. Parce que sa façon d'expliquer peut être salutaire, ne serait-ce que pour une personne. Je vais t'expliquer à ma façon cette vis de butée de suspension, tu ne vas pas comprendre. Là, je vais me rappeler que tiens, il y a un pro qui me l'avait expliqué comme ça, je vais te l'expliquer à la façon du pro, et là, tu vas peut-être comprendre. Donc, ça aura servi. C'est pour ça que j'écoute avec attention les gens qui m'expliquent quelque chose, même si je le sais déjà. Parce qu'il y a différentes façons d'aborder les choses et de l'expliquer. Ça dépend des gens qu'on a en face. Un chaton. Elle et moi, on a 2 façons différentes totales d'aborder les choses. Hein? Pourtant, on arrive à se comprendre. Exemple simple, je fais le café. Je fous mon filtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuillères. Une fois comme ça, le filtre enfoncé, Gigi, elle arrive. Filtre plié, mi-carré, cuillère rase, 1, 2, la perfection. Tu vois, c'est la différence. Elle, il y a un truc qui coince, elle va chercher, elle va mettre, machin, truc, elle va. Tu vois, moi je vais arriver. Voilà, dedans, c'est bon. Hein? Arrête de perdre ton temps. Il y a plein de façons différentes. Donc prenez-vous le temps avec les gens. Et après, oui, il y a des gens, tu peux rien faire pour eux. Il y a des gens, ils expliquent comme ça, ils sont butés comme des mulets, ils ont raison et tout le reste du monde a tort. Et il y a des gens qui comprennent rien. Tu peux expliquer de 25 façons différentes. Le gars, il va quand même pas comprendre. C'est des cas rares, ceux qui comprennent pas. Ceux qui sont butés, par contre, c'est un peu moins rare. C'est pour ça qu'il y a la claque de remise à zéro, des fois. Salut.